Le crime de Chaméra. Nous sommes le lundi 30 décembre 1935, dans le paisible village d'Espinou, situé sur la commune de Chaméra. Madame Veuve Vigne, âgée de 77 ans, cultivatrice, est retrouvée morte dans sa cuisine, allongée sur un banc de châtaignier en paille, le crâne éclaté. Que s'est-il réellement passé? La commune de Chaméra propose, en lien avec les bénévoles des associations, de mettre en scène cette sordide histoire tout au long du parcours qui passera inévitablement par le village où s'est déroulé ce crime. Le verdict sera porté à la connaissance des participants au retour de la balade. Ah, tu vois, là, il y a un chronomètre. Voilà, comme elle sort bien là. On va la laisser. Ouais, elle est là. Allez. Vas-y. Oh, c'est bon. Évidemment, personne ne sait. Vous allez le découvrir. Alors moi, je peux vous raconter le drame qui a eu lieu ici, il y a peu de temps. Oui, mais d'abord, je dois me présenter. Je suis Jean Lirsut. Je suis journaliste au Corrézien. Et c'est moi qui ai couvert cette triste affaire récemment. Mais évidemment, j'imagine que personne parmi vous n'a pris la peine de lire mon article. Alors voilà, dans ce village, la propriétaire d'une ferme a été sauvagement assassinée. L'enquête a conduit la gendarmerie à interroger les gens qui étaient présents au moment des faits. La voisine, Madame Marguerite Chausu, le fils de la victime, Monsieur Henri Vigne, et enfin le domestique Prosper. Il aura fallu beaucoup de perspicacité et d'opiniâtreté aux 3 policiers venus de Clermont-Ferrand en renfort. Ils sont venus prêter main forte aux gendarmes locaux pour faire avouer au coupable son crime. Mais je ne vais pas vous en dire plus ici. Si vous voulez savoir le dénouement de cette affaire,
Alors allez-y, traversez le village d'Espinou. En suivant le chemin de la vérité, vous allez accéder au tribunal qui a rendu la sentence et vous saurez enfin qui est le coupable et quelles étaient ses motivations. Merci, monsieur. Merci. Avancez, mesdames et messieurs. Ouais, on va attendre que tout le monde soit là pour commencer le procès. Voilà. Le problème, c'est qu'on a besoin de voir le... Reprends ton vélo. Vous pouvez vous avancer aussi. Balade. Le procès. Avant que celui-ci ne débute, je demande à la personne la personne du fond de bien vouloir la musique. Non, voilà, merci. Avant que celui-ci ne débute, je demande à la personne du fond, là. Oui, monsieur, vous là-bas, de bien vouloir fermer la porte, s'il vous plaît, de la salle d'audience. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous sommes le 13 janvier 1936. Pour ce procès, à titre exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, vous êtes autorisés à utiliser vos téléphones portables. Mesdames, Messieurs, je vous demande toute votre attention. Voici donc le procès. En ce jour, 4 mars 1936,
Je déclare ouverte l'audience du tribunal pour enfants de Tulle. En temps ordinaire, cette audience doit se tenir hors la présence du public. Vous avez bien vu que ce sont des circonstances exceptionnelles qui font que nous accueillons ce grand public. Avec plaisir d'ailleurs. Simplement, nous le prions en effet de respecter la sérénité des débats. Accusé, levez-vous, je vous prie. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Prosper D. Je suis née à Paris le 31 janvier 1920. J'habitais Paris et je suis venue à Espinoux pour travailler chez la famille Vigne. Comme domestique. Comme domestique. Merci, vous pouvez vous asseoir. Madame le greffier, veuillez vous procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Par ordonnance du juge d'instruction, Prosper D a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour répondre de l'assassinat le 30 décembre 1935 à Espinoux, commune de Chamérat, de Madame Veuve Vigne. La victime, âgée de 77 ans, et son fils employaient Prosper D comme domestique. Ces faits se sont déroulés alors que l'accusé était mineur de 16 ans. Accusé, avez-vous quelque chose à rajouter pour le moment? Non. Voici le rappel des faits. Le 31 décembre 1935, la gendarmerie de Tulle était prévenue qu'une septuagénaire dans le village d'Espinoux de Chamérat avait été découverte le crâne fracturé. Capitaine Lomont, veuillez venir à la barre, je vous prie. C'est bien cela, capitaine. Oui, madame le juge. C'est bien cela. Qu'avez-vous à rajouter? Il faut préciser que toute la maison a été mise à sac. Les serrures des armoires ont été fracturées. Nous nous sommes transportés sur les lieux avec le parquet et le médecin légiste, le docteur Morelli. Merci, capitaine. Vous pouvez regagner votre place. Docteur Morelli, merci de venir à la barre. Veuillez décliner votre identité et indiquer vos premières constatations. Je m'appelle Jean-Claude Morelli, médecin légiste. Je me suis rendu avec le procureur et la gendarmerie le 31 décembre 1935 au village, au lieu-dit Espinoux de Chamérat, dans la demeure de la famille Vigne. Là, gisait une femme, âgée environ de 70 ans. Le sang avait giclé un peu partout, sur le banc, dans la cheminée. À n'en pas douter, cette fracture du crâne ne pouvait être due qu'à un coup de bûche. D'ailleurs, je vous ai apporté la preuve avec quelques cheveux et quelques traces de sang. Voilà. Merci bien, docteur. Merci bien, docteur. Nous allons maintenant entendre le fils de la victime, Monsieur Vigne. Huissier, veuillez conduire Monsieur Vigne à la barre, je vous prie. Monsieur, merci de décliner votre identité et votre adresse et faire le récit des événements 1935. Alors, je m'appelle Henri Vigne.
Et je demeure à Espinou, sur la commune de Hamera. Alors, le 30 décembre, j'étais parti à la foire de Tulle. Et j'avais laissé ma mère et le domestique à la maison. Et Madame Chausu, la voisine, devait aller soigner le bétail. Et en passant, elle n'a vu personne à la maison. Alors là, ça l'a inquiétée. Et là, elle est partie chercher une autre voisine. Et elles sont rentrées dans la maison. Et là, elles ont découvert ma mère par terre, le crâne fracassé dans un bain de sang. Merci, Monsieur Vigne. Vous pouvez rejoindre votre place. Le tribunal appelle à la barre Madame Chausu. Merci, huissier, de la conduire à la barre. Allez. Bonjour, madame. Bonjour. Veuillez décliner vos noms, prénoms et votre adresse. Bonjour, brave monde. Ikujami Marsemal. Caribada Chicana. On me nomme Chausu Margarita. Habite à Espinou de Samera. Merci, madame, mais veuillez parler en français, s'il vous plaît. Ah, Ikujami, de chez lui, pardon. Je suis impressionnée. Alors, je m'appelle Marguerite Chausu. J'habite à Espinou de Chamera. Merci bien. Veuillez, je vous prie, serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous dites, je le jure, en levant la main droite. Et après, vous nous ferez le récit des événements du 30 décembre 1935. Je le jure. Donc, ce 30 décembre, j'étais comme prévu aller donner à manger au bétail chez Madame Vigne. Et comme par habitude je faisais tous les jours, je frappe à sa porte un peu pour lui dire un petit bonjour. Mais Deguy me répond. Pardon, personne ne me répond. Personne. Vraiment inquiète, je suis allée chercher une autre voisine. Je suis allée chercher la mère Ventéjou. Et toutes les deux, on est quand même rentrées. Mais malheureusement, ce que nous avons vu, c'était pas beau. Il y avait de la pagaille partout. Tout est remuda. Partout. Et cette pauvre Madame Chausu, allongée sur ce banc là, devant la cheminée, qui semblait vraiment avec un corps sans vie. C'était horrible. Père Monard, j'en suis encore toute retournée. Connaissiez-vous des ennemis à la famille Vigne? Oh non, Deguy, personne. Et la famille Vigne est une famille appréciée de tout le monde. Merci, Madame Chausu. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci tout le monde. C'est pas que je m'appelle? Ah, vous êtes un petit coquin. Le tribunal va maintenant écouter les réquisitions du ministère public. Madame le procureur. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour juger un accusé qui a déjà à son actif de nombreux vols, de nombreuses condamnations pour vol. Ce qu'il cherche, de l'argent, encore de l'argent et toujours de l'argent. Mais cette fois-ci, il est monté plus haut encore dans l'horreur, mesdames et messieurs, puisqu'il a tué
Il l'a tué pour de l'argent. Et qui a-t-il tué? Une femme âgée qu'il employait à la campagne, loin des tentations de Paris. Paris, d'où il vient, où il est né, issu d'une famille honorable, qui a fini par le déshonorer, qui a fini par le renier, car il l'a déshonoré, mesdames et messieurs. Il a été placé par une agence à Chaméra, dans ce hameau tranquille de Spinou, trop tranquille pour lui certainement. Que fait-il pour s'en sortir? Il le dit, il l'avoue, il prémédite son acte avec cynisme. La vieille, j'avais repéré une bûche avec un nœud. Quand elle s'est assoupie sur le banc, je lui ai donné un violent coup sur le crâne. Sa tête est tombée en avant. Je lui ai alors donné un deuxième coup. Elle a chuté et le sang a coulé. Voilà ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Voilà ce qui s'est passé. L'accusé lui-même avoue avoir jeté la bûche dans le feu parce qu'il y avait dessus du sang et des cheveux. Bûche que les gendarmes ont pu retirer de l'âtre et que vous avez pu voir avant les débats et qui est considérée comme pièce à conviction. Ces aveux lui ont été arrachés par le commissariat de Tulle dans la nuit du mardi 1er janvier au 2 janvier. Madame le juge, votre tribunal se doit de protéger la société de ces dangereux criminels et le condamner à la hauteur de ce crime odieux. Je requiers le maximum de la peine prévue à ce titre pour un mineur de 16 ans. Merci, Madame le procureur. Accusé, avez-vous quelque chose à rajouter? Non. La parole est à la défense. Maître Andrieux, le tribunal vous écoute. Alors, c'est fait. Il est condamné, n'est-ce pas? Si on écoutait le ministère public, il n'y aurait plus rien à rajouter. Un accusé récidiviste, de surcroît arrivant de Paris, vient perpétrer cyniquement son crime dans notre belle Corrèze tranquille. Parce qu'on s'applique à ne pas le présenter pour ce qu'il est, c'est-à-dire presque un enfant encore. Rendez-vous compte, même pas 16 ans, même pas 16 ans au moment des faits. Parce qu'on se plaît à le présenter comme cynique, attiré uniquement par l'argent. Bien sûr, les faits sont là. Bien sûr, il y a le fils de la victime, avec sa peine, qui faisait confiance à son domestique. Tellement confiance qu'il le laisse seul avec sa mère et s'en va à la foire à Tulle. Oui, mais encore une fois, ce domestique est un enfant de 15 ans. 15 ans, rendez-vous compte. À 15 ans, a-t-on vraiment du discernement? Nous savons bien que non. Essayons de nous souvenir de nos 15 ans. Alors certes, oui, tout jeune, cet enfant a fait beaucoup d'erreurs à Paris, évidemment. Mais Paris, c'est la ville des plaisirs, des tentations, des bandes de garnement désœuvrées, tout le monde le sait bien. La vraie question, cet enfant a-t-il été élevé, éduqué avec amour? A-t-il même tout simplement été éduqué? Que penser de ses parents démissionnaires qui l'ont tout bonnement répudié, Ah, c'est facile, c'est une famille honorable et qui se doit de le rester, n'est-ce pas? Leur fils les déshonore par son comportement. Fuite, eh bien on le répudie. En fait, on le répudie comme un domestique. Et le tour est joué.
Et ce jeune sans repère est mis dans une agence de placement à Espinou de Chamérat. Mais cet enfant, sans une oreille attentive pour l'écouter et sans personne pour le guider, se retrouve seul, perdu, dans sa campagne, au milieu de la Corrèze profonde, au milieu des bois. Qui plus est, il entend parler autour de lui un langage qu'il ne connaît pas. Il n'a pas d'amis de son âge et son statut de domestique ne contribue certainement pas à améliorer ses conditions de vie, et loin de là, vous vous en doutez. Il pense que s'il ne revient pas à Paris, c'en est fini de lui et de sa jeunesse. C'est un coup de folie meurtrière, mais aussi un geste de désespoir, il faut bien le comprendre. Il a avoué, c'est déjà beaucoup. Il faut, oui, il faut qu'il soit jugé. Mais vous devez aussi vous pencher sur sa vie et sur ce qui l'a conduit à cette extrémité. Faites que sa condamnation ne prive jamais cet enfant d'avoir une vraie vie d'homme. Vous devez lui donner une chance de se racheter. Merci, maître. Avez-vous des questions à poser à l'accusé? Oui, madame le juge. L'accusé peut-il nous dire ce qu'il souhaitait faire à Paris? Accusé, pouvez-vous répondre à cette question? Je voulais juste rentrer chez moi, à Paris. Là-bas, j'ai mes amis. Ici, je suis bien seule. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, mon avocat a tout dit. Merci. L'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. Le tribunal a rendu son jugement. La sentence est tombée. Comme il n'avait pas 16 ans au moment de son crime, Prosper a échappé à la peine capitale. Il a été condamné à 20 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire et 10 ans d'interdiction de séjour. Plus personne n'a jamais parlé de lui dans la région et cette triste affaire a peu à peu été gommée de la mémoire locale. Ainsi donc, mesdames et messieurs, se termine ce procès. Donc vous êtes maintenant conviés à rejoindre le stade pour un moment de convivialité offert par la municipalité. Merci à vous. Merci à vous, merci. Donc vous sera remis donc à chacun au moment du pot donc un petit livret qui vous remémorera un petit peu cette sordide histoire. Donc là j'appelle tous les bénévoles.